Ce soir, débat après le discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain. Le Premier ministre israélien y a reçu un accueil digne d'une rockstar. Regardez et surtout écoutez. Voilà, discours dont on avait dit qu'il serait sans doute historique. On avait évoqué Churchill. Netanyahou avait eu d'ailleurs ce privilège très rare de s'exprimer devant le Congrès il y a 15 ans, lors de son premier mandat de Premier ministre. Et en tout cas, il a utilisé la tribune qui lui était à nouveau donnée à merveille pour y faire une nouvelle démonstration de cette symbiose peu ordinaire qu'il synthétise d'ailleurs parfaitement lui-même entre Israël et les États-Unis. On a dit beaucoup de choses sur ce discours, qu'il répondait à une invitation des Républicains, qu'il avait été écrit pour embarrasser Obama. Il est vrai que ces derniers jours, le président a plutôt conforté la position israélienne, le président américain, et que les Palestiniens sont une fois de plus très déçus par Obama. Et puis Netanyahou a offert à un auditoire complètement acquis quelques saillies comme celle-ci. Israël est disposé à s'asseoir à la table de négociation avec l'autorité palestinienne. Et je pense qu'on peut forger un avenir brillant pour nos enfants. Mais Israël ne négociera pas avec un gouvernement palestinien qui bénéficie du soutien d'une version palestinienne d'Al-Qaïda. Les invités du débat maintenant, avec Elisabeth Chemla, journaliste, avec David Kalfa, maître de conférence à Sciences Po, avec Ofer Bronstein, président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. Ofer Bronstein qui a maintenant 3 passeports, français, israélien et palestinien. Et avec Julien Salingue, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, auteur de « À la recherche de la Palestine, au-delà du mirage d'Oslo ». D'abord, je voudrais avoir votre impression, peut-être Elisabeth Chemla, d'abord sur cet accueil. Est-ce que ça se passe toujours comme ça au Congrès des États-Unis ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de spécial entre Netanyahou, ou peut-être entre n'importe quel Premier ministre israélien et les États-Unis ? Alors, je crois que le Congrès américain accueille toujours très très bien les hôtes de marque comme Netanyahou, mais incontestablement, tout à l'heure, pendant 3 quarts d'heure, ça a été de la standing ovation et un accueil quand même qu'on voit assez rarement. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un accueil transversal entre républicains et démocrates. Ce qui est important, je pense, à souligner compte tenu de ce qui vient de se passer ces derniers jours. Pour le reste, je crois qu'il faut, on va en parler pendant tout ce débat, revenir Est-ce que c'est une pierre dans le jardin d'Obama qu'il faut poser clairement la question, voilà. Est-ce que c'est une façon de dire... Bon, d'abord, commençons par Netanyahou lui-même. Netanyahou a une sorte d'allergie à tout président démocrate. Il avait une allergie à Clinton et il a une allergie à Obama. Ça, c'est chez lui assez naturel. Bon, c'est une question proprement idéologique. Ensuite, il n'y a rien de nouveau dans cette friction entre Obama et Netanyahou. On retrouve celle qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans, au moment où Obama avait fait son discours du Caire. Ça porte toujours sur les mêmes choses. Et quant au discours de Netanyahou aujourd'hui, à part ce qui concerne évidemment Abbas, le président Mahmoud Abbas et le Hamas, qui était très fort, déchirer votre accord avec le Hamas pour Abbas, il n'y a absolument rien de nouveau, mais rien de nouveau dans la position de Netanyahou. En même temps, c'est vrai que c'est la nouveauté de cette chronique israélo-palestinienne, c'est cet accord entre le Hamas et Mahmoud Abbas. Donc ça prend évidemment une importance particulière. Julien Salingue. Oui, non, mais je pense que déjà, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça montre que les esclandres diplomatiques de ces 3-4 derniers jours, c'était exclusivement du spectacle, parce qu'on parlait dans la presse de pression peut-être des États-Unis sur Israël, de désaccords forts entre Netanyahou et Obama. Quand on voit l'accueil qui a été fait à Netanyahou aujourd'hui au Congrès, y compris par les démocrates, on se rend compte que les désaccords, il faut vraiment gratter pour les trouver. Même si Obama est démocrate, le président c'est une chose, le Congrès et même les démocrates du Congrès, c'en est une autre.
Oui, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a toujours une ultra-majorité du Congrès aux États-Unis qui soutient l'État d'Israël, sa politique, son Premier ministre, et qui n'est pas prête, à mon avis, à avoir une quelconque exigence qui serait quelque chose qui ferait du tort à Netanyahou, à l'État d'Israël. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'était moi ce que j'ai envie d'appeler une tragicomédie en 3 actes. On a eu un discours de Barack Obama dans lequel il a évoqué les frontières de 67. Immédiatement, Netanyahou s'est jeté sur ce discours en disant il est hors de question de revenir aux frontières de 67, alors qu'Obama à aucun moment n'avait dit qu'il fallait revenir aux frontières de 67. Il avait parlé d'échange de territoire. Deuxième acte, Barack Obama fait un discours devant l'AIPAC qui est en congrès et explique qu'il n'a jamais dit qu'il fallait revenir aux frontières de 67, et il reprend mot pour mot les formulations de la lettre de George Bush à Ariel Sharon en 2004 en disant il faut prendre compte des modifications de la réalité du terrain et notamment des évolutions démographiques, ce qui montre que rien de nouveau sous le soleil. Troisième acte, Benjamin Netanyahou arrive au Congrès, se fait applaudir, c'est la réconciliation, tout va bien. Étape suivante, je ne sais pas, en se faisant le plaisir de citer pour un quelconque processus de paix dans la région. Le plaisir de citer Barack Obama disant retour aux frontières de 67, mais la frontière ne sera pas celle de 67. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Le Congrès américain aujourd'hui a applaudi fortement le représentant de l'État d'Israël. Le Congrès américain est acquis à la cause israélienne, c'est le plus grand ami des États-Unis dans la région, et donc il faut faire la part des choses entre ceux qui ont applaudi Netanyahou et ceux qui ont applaudi le Premier ministre israélien. Moi, je me rappelle le Congrès applaudir 2 fois le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Je vous garantis que le dernier discours d'Yitzhak Rabin après les accords de Washington du 13 septembre 1993, il a été ovationné pas moins que Netanyahou aujourd'hui, alors qu'il représentait une ligne politique totalement différente. Applaudirait à peu près n'importe quoi à partir du moment où ça vient d'un Premier ministre israélien. Le Congrès applaudirait, il applaudit ces dernières années, n'importe quel ministre israélien. Je ne pense pas que tout le Congrès, et surtout les démocrates, ont applaudi ce que représente Netanyahou. Maintenant, je voudrais quand même revenir au débat. Je ne pense pas qu'il n'y a pas quelque chose d'une nouveauté dans le discours d'Obama. Quand Obama parle des frontières de 67 et de swap, c'est le premier qui dit 67. C'est vrai que George Bush l'avait préconisé après les accords d'Annapolis. Mais ce qu'Obama dit, et là est le grand désaccord avec Netanyahou et avec Israël, Obama parle de frontières entre la Jordanie et la Palestine, ce que Netanyahou ne veut pas. Netanyahou veut qu'il y ait l'armée israélienne à cette frontière entre la Jordanie et la Palestine. Et c'est une très grande différence. C'est une très grande différence. Donc Obama, pour la première fois, dit quand même où il veut aller. Netanyahou, je n'ai pas encore compris ce qu'il veut. Obama nous ouvre une route. Netanyahou, pour l'instant, on peut peut-être préciser, parce qu'on a fait préparer une carte. Alors, elles sont toujours très compliquées, ces cartes, mais on va quand même la regarder. Une carte, justement, de la Cisjordanie avec les tracés pour voir de quoi on parle. Voilà, là, vous voyez la ligne verte, c'est la frontière de 67. En rouge, c'est le fameux mur. En vert, c'est le territoire qui est sous la responsabilité de l'autorité palestinienne. Et tout ce qui est de l'autre côté de la frontière et qui est en bleu ciel, on va dire, c'est ce qui est encore contrôlé par l'armée israélienne. C'est ce qu'on appelle la zone A, hein, c'est ça, offert. La zone C, pardon. Je me confonds toujours. La zone A étant en vert, d'accord. La zone C. Et alors, ce que dit Netanyahou, au fond, c'est que dans cette zone C, donc qui est en bleu ciel, il y aura présence militaire israélienne, alors que par ailleurs, l'État palestinien sera démilitarisé. Oui. Démilitarisé. Oui, mais les Palestiniens... Et il dit aussi autre chose, il dit aussi qu'il restera des colons dans le futur État palestinien. Je voudrais qu'on revienne... C'est pas exactement ça ce qu'il a dit tout à l'heure. Exactement ça, mais juste de revenir sur la relation israélo-américaine, je pense qu'il faut quand même déjà dire d'emblée qu'au-delà même du clivage, en effet peut-être, qui est davantage, je crois d'ailleurs, personnel qu'idéologique entre Obama et Netanyahou, il y a entre guillemets une relation de travail, je veux dire sur les relations stratégiques, militaires entre Israël et les États-Unis qui transcendent le clivage partisan démocrate-républicain, on l'a bien vu. Par ailleurs... il commence par « Bravo, vous avez eu Ben Laden ». Exactement. Voilà, donc c'est là évidemment une autre ovation, mais bon, c'était couru d'avance. Par ailleurs, je voulais souligner quand même qu'au sein même du Parti démocrate, un certain nombre de congressmen ont critiqué en fait la prise de position d'Obama, que je crois d'ailleurs,
ce dont on a parlé dans la presse ces derniers jours a été assez largement caricaturé, surfait, parce que sur le principe, en gros, il ne s'agit pas d'un retour aux lignes d'armistice, d'ailleurs ce ne sont pas des frontières, ce sont des lignes d'armistice de 67, mais davantage comme base de négociation, moyennant évidemment les échanges de territoires qui seraient mutuellement agréés par les deux parties israéliennes et palestiniennes. Mais je pense alors peut-être que je suis le plus optimiste sur le plateau, mais on manque ici un message quand même qui est central dans le discours de Netanyahou. Il a pour la première fois et de manière tout à fait explicite fait référence, donc évidemment non seulement à un État palestinien, ça il l'avait déjà fait lors du discours de Bar-Ilan, mais là il a été plus loin. Il a été plus loin puisqu'il a précisé qu'un certain nombre de colonies, il a dit qu'il fallait être honnête, et je crois qu'il s'est adressé d'ailleurs davantage au peuple israélien qu'au peuple... Des colonies dont il parle sont des colonies illégales, reconnues comme telles par tous les gouvernements israéliens. Là je me place sur le plan d'analyse politique, pas sur le jugement moral et juridique. Donc sur le plan de l'analyse politique, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été un pas plus loin, il a fait, je crois, un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire, et d'ailleurs, en prenant un risque politique, parce que clairement, son aile droite, vous verrez quand il va retourner en Israël, critiquera cette prise de position en disant clairement la chose suivante: il n'y aura évidemment pas d'État palestinien si cet État n'est pas viable. Or, pour qu'il soit viable, il faut qu'il soit suffisamment grand, étendu. Et donc, ce qui implique des concessions douloureuses. Il a parlé de concessions douloureuses à plusieurs reprises et fait explicitement référence à un retrait territorial. Donc, alors ça signifie quoi concrètement ? Est-ce qu'il commence à le faire ? Parce qu'il est quand même aux affaires. Ce qu'on lui reproche, au fond, c'est de ne pas commencer à le faire. Et au contraire, de continuer la colonisation. Il y a une semaine, ils ont annoncé la construction de 1500 nouveaux logements dans les colonies de Jérusalem-Est. Donc les signes peut-être... Jérusalem, c'est encore particulier. C'est-à-dire qu'on verra bien... On regarde du droit international, c'est un territoire occupé. Je serai intransigeant sur Jérusalem. Sans Jérusalem-Est, capitale du futur État palestinien, il n'y a pas d'État palestinien. Mais en ajoutant quelque chose d'ailleurs de très étrange, c'est tout à fait vrai, mais en ajoutant quelque chose de très étrange. C'est pour ça que je pense qu'il s'adresse davantage aux Israéliens qu'à l'ensemble de la communauté internationale. Il le fasse à la Knesset. Il dit, non, il a été plus loin qu'à la Knesset. Il dit également, mais j'ai conscience de la sensibilité, alors c'est très euphémistique tout ça, de la sensibilité palestinienne sur la question de Jérusalem. C'est quand même très étrange de dire, d'une part, maintien de Jérusalem unifié, et d'autre part de dire j'ai conscience de cette sensibilité et nous trouverons un compromis. Alors il sait parfaitement que le compromis... Il s'en remet à quoi ? Il s'en remet à l'imagination, je ne sais plus quel est le mot qu'on utilise d'habitude. Il faut faire preuve d'imagination, de créativité. Voilà. La créativité, c'est ce qui va nous aider à nous sortir de ce problème. Et en plus, il fait référence au précédent Premier ministre israélien, et notamment donc, à Ehud Barak et à Ehud Olmert, qui, comme chacun sait, avait accepté le principe d'un partage de Jérusalem suivant des lignes démographiques. Il y a une chose quand même, je ne sais pas si c'est cet extrait, parce que ça s'est un peu mélangé. Je ne sais pas si c'est cet extrait qui est préparé, mais il y a un moment donné où Netanyahou a quand même dit quelque chose d'assez fort sur ces territoires de Cisjordanie, en disant « Nous ne sommes pas n'importe quelle puissance occupante. C'est le cœur du foyer national juif, la Cisjordanie. C'est la terre de nos pères fondateurs, au fond. » Est-ce qu'on peut écouter ça ? Notre conflit n'a jamais porté sur l'établissement d'un État palestinien. Ce conflit a toujours porté sur l'existence de l'État juif. C'est là le cœur de ce conflit. Bon, c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais, mais allons-y, commentons ça, parce que c'était effectivement très fort. Et il a ajouté dans la même phrase, il a ajouté qu'il savait aussi que ces mêmes territoires devaient être le cœur du foyer national palestinien. Ouais. Pour mieux montrer la concession à laquelle il était prêt. Le grand défi que les Israéliens et les Palestiniens doivent relever, c'est chacun doit oublier une partie de son rêve. Le rêve du grand Israël, il est fini. Il n'y aura pas de grand Israël. Et le rêve de la grande Palestine que préconisent certains Palestiniens est terminé. La règle du jeu aujourd'hui qu'ils doivent respecter les uns comme les autres, s'ils veulent vraiment arriver à la paix, alors que vraiment il y a des choses qui se passent au Moyen-Orient, c'est et pas seulement la reconnaissance mutuelle, pas seulement la volonté de créer un État palestinien, mais c'est la volonté et la pertinence et le courage politique des uns et des autres de dire à leur opposition, de dire à une partie de leur électorat, c'est pas ce que vous voulez que je vais faire. Je vais faire ce qui est bien pour les futures générations. Est-ce que Netanyahou est capable de devenir un homme d'État, un visionnaire ?
et d'aller de l'avant, ou est-ce que c'est un politicien habile qui veut simplement rester au pouvoir? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit encore un homme d'État, que ce soit quelqu'un qui veut vraiment que les futures générations d'Israéliens et de Palestiniens vivent en paix. Et s'il est, qu'il prenne sa voiture, qu'il aille à Ramallah, pas à Washington, voir son partenaire, qui est le meilleur partenaire aujourd'hui, et qui risque de disparaître, c'est Mahmoud Abbas. Livni dit de Netanyahou qu'il est plus attentif à sauver sa coalition gouvernementale qu'à vraiment avancer vers la paix. Pardon, mais Israël n'a pas de politique étrangère, Israël a une politique intérieure, et c'est le vrai problème d'Israël, c'est le système politique, et il faut à chaque fois essayer de manœuvrer entre l'aile droite, l'aile gauche, le centre, etc. Et c'est le vrai problème de Netanyahou. En effet, il faut qu'il choisisse à un moment donné, qu'il prenne un risque politique, et qu'il choisisse clairement soit la voie d'un compromis, ce qui implique quand même un certain coût politique, et notamment peut-être de faire entrer Kadima dans sa coalition, soit le statu quo et la stagnation, avec un isolement d'Israël croissant. Et voilà, donc, mais cette situation ne peut pas tenir, ça je suis tout à fait d'accord. Il me semble qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier complètement, et même pas du tout, c'est qu'il y a aussi ce que croit Netanyahou, son corps de doctrine, sa vision d'Israël. Son papa. Bien entendu, son papa, son jabotinskisme, etc. Mais ne rentrons pas dans trop de détails. Disons simplement que Netanyahou a une vraie position politique dont il n'a jamais varié. Mais qui est tout ce que l'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire au-delà des mots qui sont des concessions d'époque suivant les périodes, qu'en réalité, il ne veut pas d'État palestinien. Ah, d'accord, voilà. Donc en fait, mais il n'en veut pas. Mais il n'en veut pas d'État palestinien. Simplement, en fonction des moments, il sait comment et quels mots utiliser pour essayer d'enrober la chose. Alors, il y a toujours un argument qui peut être plus ou moins recevable. Aujourd'hui, son argument, il est très clair. Il l'a asséné à la fin de son discours. Je le répète, quand il a dit à Mahmoud Abbas, déchirez votre accord avec le Hamas. Le Hamas, et c'est vrai, dans sa charte, veut la destruction d'Israël. Comment peut-on imaginer que nous allons discuter de tout ce que j'ai brillamment exposé jusqu'à présent comme des actes de concession majeurs et presque une vision? Si vous dites qu'au fond, sur ce point-là, il n'est pas sincère, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle de l'État palestinien, c'est une pure figure rhétorique, tout le reste s'effondre, y compris quand il dit, et c'est ce qu'on a entendu il y a quelques secondes, je ne sais pas si vous l'avez entendu, quand il dit notre conflit n'est pas sur l'État palestinien, puisque ça fait, je suis le 6e Premier ministre israélien à dire que je suis d'accord pour un État palestinien. Le problème, c'est est-ce que les Palestiniens vont accepter un État juif ? Non. Est-ce que les Palestiniens vont accepter un État palestinien version Netanyahou? Non, mais si. Moi, je veux bien entendre parler des coalitions, de ménager la droite, la gauche, etc. Moi, je parle de la politique. Il veut même pas d'État palestinien. Moi, je parle de la politique concrète. Mais la version est conduite sur le terrain. Je ne peux pas être plus clair. Je ne veux pas d'État palestinien. Quand il parle, lui, d'État palestinien, au mieux, il entend les petites enclaves encerclées éventuellement par un mur, reliées par des tunnels ou par des ponts, mais rien de plus. Donc effectivement, c'est pas un État. Mais contrairement à vous, je crois que Netanyahou ne pense même pas cela. Je pense que Netanyahou ne veut tout simplement pas d'État palestinien. Donc il pousse les Palestiniens. Vous essayez de décrire un bantoustan auquel il croirait. Ce que tu dis, Elisabeth, c'est qu'il pousse les Palestiniens à se retrouver face à la communauté internationale en septembre et à demander à la communauté internationale de reconnaître cet État que Netanyahou ne veut pas. Je crois qu'il ne pousse à rien du tout. Je crois que réellement Netanyahou ne pousse à rien du tout. Netanyahou est là. Non, même pas non plus. Je ne crois pas non plus. C'est non, c'est-à-dire je suis ma vision des choses, la façon dont je veux que les choses soient pour mon pays en tant que nationalité. On rediscute de ça. Je siffle la mi-temps. On rediscute de ça dans disons qu'il ne veut pas tuer tous les Palestiniens. Disons qu'il ne voile pas les femmes. Disons qu'il ne leur dit pas. On y revient juste après la pause. Un rappel de l'actualité et on se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite.